Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à Radio Apal Gigambout. Et comme chaque semaine, nous allons faire... Oh, pardon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité à Radio Apal Gigambout. Comme chaque semaine, nous allons commencer notre émission Nous qu'apprenons en main. Nous prenons le pouvoir sur nos esprits, sur notre histoire, sur notre vie, etc. Et traditionnellement, nous avons des invités pour traiter de thèmes globaux de la société, mais depuis dimanche dernier, nous faisons une émission spéciale. Et aujourd'hui encore, nous aurons cette émission spéciale. Dimanche prochain, nous recommencerons les émissions interactives. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la commémoration de la révolution anti-esclavagiste de mai 1848, nous avons jugé important de réfléchir sur les conséquences sur le psychisme et notamment sur ce que nous avons appelé le syndrome de Lynch. Alors, nous allons expliquer précisément de quoi il en retourne, mais nous allons commencer par dire que ces travaux-là que nous avons vulgarisés il y a une vingtaine d'années ont été assez largement entendus, mais beaucoup de gens utilisent maintenant l'expression syndrome de Lynch sans en savoir exactement le contenu, la signification, et au contraire, utilisent l'expression à des fins allant dans la division. Parce que souvent, vous avez des gens qui font des actes de division, qui disent des bêtises aliénantes, etc. Et vous avez des militants conscients, avertis et nationalistes qui assènent le verdict. Mais c'est ça, le syndrome de Lynch. Donc c'est devenu synonyme de division et ça entretient la division entre ceux qui pensent avoir compris et puis ceux qui en sont encore victimes. En fait, tout le monde en est encore victime dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça que nous avons estimé qu'il était absolument important que nous arrêtions. Alors, je vais m'arrêter en pratiquement reprenant les termes d'une conférence que nous avions donnée en février 2018 pour le comité Ticho-Beauvoir. Et donc, je vais pratiquement lire beaucoup de ces extraits avec des commentaires. Mais ce qu'il est important de dire au début, c'est pourquoi avons-nous parlé de syndrome de Lynch? Pourquoi avons-nous appelé ce que nous considérons comme une maladie qui affecte nos esprits? Pourquoi avons-nous appelé ça syndrome de Lynch? Disons tout net, c'est le fruit d'un hasard. Pendant que nous faisions nos recherches sur les problèmes psychologiques qui affectent notre peuple, notamment les divisions, une émotivité accrue, etc., nous allons revenir sur le contenu du syndrome. Mais pendant que nous faisions ces travaux, fruit du hasard, nous sommes approchés par un Rasta, un membre de la communauté Rasta, décédé depuis. Alors nous pensons à lui, au Chambaud, c'était son nom de guerre, c'était Rasdou, c'est ça? Et qui vient nous dire, bon, mon épouse, qui est anglophone, faisait des recherches dans une bibliothèque de Londres et elle est tombée sur un discours d'un colon qui s'appelle Willie Lynch, qui était allé aux États-Unis et donc qui avait fait une intervention à l'intervention des esclavagistes états-uniens. Et il présentait la méthode qu'il utilisait pour asservir mentalement ses esclaves. Donc, quand nous avons ce texte, évidemment, nous trouvons ça lumineux, qu'elle a traduit en français, nous le vulgarisons,
et nous en parlons, voilà. Et nos études progressent jusqu'à ce qu'elles arrivent à la définition du syndrome qui affecte nos populations. Donc nous disons, bien, eh bien nous allons l'appeler syndrome de Lynch. C'est pour ça que je dis que c'est le fruit de hasard. Sauf que la première fois où nous donnons une conférence pour présenter le syndrome de Lynch, c'est à l'invitation des enseignants du lycée professionnel de Batelière qui organisent cette rencontre avec des élèves pour expliquer les traumatismes. Et nous leur disons, voilà, nous allons parler du syndrome de Lynch. Et 2 jours avant la conférence, nous sommes approchés téléphoniquement, mais il y a un problème, on a mal compris. Vous allez parler du syndrome de Lynch. Pour préparer l'intervention avec nos élèves, nous sommes allés regarder dans le dictionnaire. Et on a vu que le syndrome de Lynch, c'est une maladie qui concerne le cancer du côlon. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je leur dis, première nouvelle, et c'est là que l'on voit qu'il existe dans la nomenclature de la psychiatrie le syndrome de Lynch. Ça n'a rien à voir. Mais comme nous avions fait tant de propagande et que le mot était déjà, l'expression était déjà acceptée par nous, nous avons dit, mais tant pis, hein, bon, disons que c'est des homonymes. Il y a bien la voiture Renault et puis il y a des personnes qu'on appelle Renault. Donc nous avons conservé. Je tiens à dire cela parce que si des gens vont faire des recherches et puis ils tombent sur un syndrome de Lynch, maladie du côlon, on fait cancer du côlon, ils sont paniqués. Alors c'est clair, il ne s'agit absolument pas de ça, il s'agit d'une maladie qui concerne les descendants d'esclavagisés, notamment d'autres peuples. Et d'ailleurs, rappelons tout de suite la définition, le syndrome, c'est l'ensemble des symptômes qui caractérisent une maladie. Donc, il s'agit bien d'une maladie. Alors, avant de finir vraiment sur la dénomination syndrome de Lynch, j'aurais invité notre ami Thierry, qui est à nos côtés, à nous lire, je pense que ça peut être intéressant, à nous lire le syndrome de Lynch, le texte du discours, voilà, de Willie Lynch, hein, et ensuite nous allons prendre l'explication de notre fameux syndrome. Alors, parole à Thierry, est-ce que son micro est ouvert? Oui. Oui, c'est ouvert. Mesdames, Messieurs, je vous salue ici en cette année de notre Seigneur, 1712. J'aimerais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous aider à résoudre les problèmes que vous avez avec vos esclaves. J'ai expérimenté dans ma modeste plantation des méthodes nouvelles de contrôle des esclaves. La Rome antique nous envierait si mon programme était appliqué. Non seulement vous perdez de l'argent en pendant vos esclaves, vous avez aussi des insurrections, des révoltes, des champs restants, ainsi longtemps sans être cultivés, vos propriétés sont souvent victimes d'incendies, votre cheptel est tué. Je ne suis pas là pour énumérer tous les problèmes que vous avez avec ces esclaves, mais pour vous aider à les résoudre. Je dispose d'une méthode qui vous permettra de contrôler définitivement vos esclaves noirs et qui a fait ses preuves dans ma propriété. Je vous garantis à tous que si vous l'appliquez correctement, elle vous permettra de contrôler vos esclaves pendant au moins 300 ans. Alors, si tu permets que je t'interrompe, la propriété de Willie Lynch, on ne sait pas où elle se trouve, sauf qu'en Martinique, il y a un quartier qui s'appelle Pointe-Neige, où il y avait une possession esclavagiste. Alors, est-ce qu'il s'agit de la propriété de Lynch de Martinique? Ça, on n'a pas encore vraiment établi historiquement, mais c'est intéressant que l'on voit ce rapport-là, Lynch-Lynch. Continue, s'il te plaît. Oui. Alors, ma méthode est simple. Tout membre de votre famille, ainsi que vos ouvriers blancs, peuvent l'utiliser. Je fais ressortir un certain nombre de différences parmi les esclaves. Il me suffit de reprendre ces différences, de les agrandir, de les exagérer. Puis, je suscite la peur, la méfiance, l'envie,
la méfiance en eux. Afin de les contrôler, par exemple, prenez cette liste de différences: l'âge, la couleur, l'intelligence, la taille, le sexe, la superficie des plantations, l'attitude des propriétaires, le lieu d'habitation des esclaves, vallée, montagne, l'est, l'ouest, le nord, le sud, le type de cheveux des esclaves, fin ou crépus, la taille des esclaves, grand de taille ou court. Là, je fais descendre. Je vais ensuite vous donner une stratégie d'action pour mettre tous ces éléments ensemble. Mais avant tout, j'aimerais vous dire que la méfiance, le manque de confiance en soi, est la plus efficace que le respect ou l'admiration. L'esclave noir, après avoir reçu ce lavage de cerveau, perpétuera lui-même et développera ces sentiments qui influenceront son comportement pendant des centaines, voire des milliers d'années, sans que nous n'avions plus besoin d'intervenir. Leur soumission à nous et à notre civilisation sera non seulement totale, mais également profonde et durable. N'oubliez jamais que vous devez opposer les adultes et les noirs âgés aux plus jeunes, les noirs à peau foncée aux noirs à peau plus claire, la femme noire à l'homme noir. Mesdames, messieurs, les solutions sont les clés qui vous serviront à contrôler vos esclaves. Utilisez-les, faites-en bon usage, faites en sorte que vos femmes, vos enfants, vos ouvriers blancs les utilisent aussi. Ne manquez pas cette opportunité. Si vous l'appliquez intensément pendant une année, les Noirs eux-mêmes les développeront, les accentueront et manqueront à tout jamais de confiance en eux-mêmes. Cela vous permettra d'asseoir une domination quasi éternelle sur eux. Alors merci Thierry, mais tu vois que dans le langage courant, dans les cultures, les chants, les expressions, on retrouve le résultat de ce travail-là. Jean Saint-Esprit, Jean Grosmond, Monsieur Carité, etc. Donc on a ça, tapis blanc, la peau échappée. Oui, la peau sauvée. La peau sauvée. Etc. Belle, donc, voilà. Et chivé lisse, talani chivé. Oui, chivé à lisse. Donc c'est belle chivé, c'est belle moun. Voilà. Pendant que l'autre là est chivé jex. Alors c'est la première chose qu'il faut remarquer, c'est que toutes ces divisions que nous vivons encore aujourd'hui, elles ont une origine. Puisqu'au départ, les esclaves, les Africains plutôt, disons, ne faisaient aucune sorte de différence entre les humains en fonction de leur lieu d'habitation. Donc ça, c'est clair que c'est le résultat, comme il dit, pendant des centaines et des milliers d'années, le travail ça va se reproduire. C'est pour ça que nous allons dire aux gens qui se croient supérieurs, bisote, syndrome de Lynch, ou pas connaître, vous êtes tout à fait dans la reproduction des divisions de Lynch. Vous ne portez rien à votre culture, à votre émancipation. Exactement. Voilà. Alors, tu peux rester avec nous si tu souhaites pour poser des questions, intervenir, compléter. D'accord. Sauf si tu veux continuer ta technique, mais tu es bienvenu. Et là, donc, je vais continuer à développer l'explication du syndrome de Lynch. On a bien dit que c'est un ensemble de symptômes qui traduisent une maladie. C'est une maladie qui concerne les esprits. Ça fait partie des aliénations. Mais quand je dis ça, on retombe dans l'histoire de vocabulaire. C'est un aliéné, moral, supériorité, etc. Et on a totalement mis de côté ce que c'est que l'aliénation. C'est vrai que le mot a une connotation absolument péjorative. Alors, allons chercher dans les dictionnaires de la psychiatrie ou le dictionnaire habituel, on va lire une définition. L'aliénation recouvre les troubles psychiques sérieux, rendant problématique la vie en société. Lorsque s'installent avec persistance des dysfonctionnements psychiques sérieux, perte de contact avec le réel et autrui,
vision altérée de l'environnement, incohérence, impossibilité de contrôler ses actes, on peut parler d'aliénation mentale. De tout ce que nous avons dit, on voit la perte de contact avec le réel. Par exemple, en économie, si on n'a pas les subventions de l'Europe, on ne pourra pas vivre. C'est une perte de contact avec le réel. Ce qui va nous empêcher de vivre, c'est si on n'a pas de salaire, si on ne travaille pas. Oui, c'est vraiment, comment dire, à l'encontre de la réalité elle-même, puisque on travaille, si on regarde bien, on travaille pour se nourrir. Ouais. Mais le colonialisme a utilisé la peur et continue à l'utiliser pour pouvoir asseoir sa domination. Donc, justement, c'est ce qu'on a intégré et qui fait qu'on répète ça. Je me souviens de quelqu'un qui, on lui a fait une méchanceté. Bon, c'était toujours vive la France, vive la France. Et puis, on lui a fait une petite méchanceté. Et puis, il dit, ah ouais, la France va jamais bon moi à rien. C'est-à-dire, elle est consciente qu'elle travaille pour ses besoins, pour satisfaire ses besoins. Elle est consciente de ça, mais elle répète la propagande comme ça à l'infini. Alors, pour compléter la compréhension du mot aliénation même, pour enlever les connotations morales ou de jugement, on peut voir qu'en Angleterre, en fait, dans la langue anglaise, il y a une différence très nette entre aliénation et insanity. Alors, l'aliénation concerne ce dont nous allons parler justement, perte de contact avec le jugement, etc., de la maladie mentale. L'insanity, c'est une aliénation qui est une maladie mentale profonde où les gens sont tout à fait désorganisés. Donc c'est pour dire que ne nous arrêtons pas sur des préjugés pour que nous comprenions que quand nous parlons d'aliénation, de syndrome de Lynch, il s'agit d'une maladie qu'il nous faut guérir. C'est comme nous avons mal à l'épaule, etc., ben, on ne sera pas fâché de dire qu'on a un mal à l'épaule. On va en souffrir et puis on va dire, bon, qu'est-ce qu'on fait pour soigner? C'est dans ce sens-là qu'il nous faut prendre le mot. Donc, pourquoi il y a une aliénation, dans le sens que nous avons dit, coupure dans les relations avec les autres, l'environnement, comment ça se manifeste dans notre réalité? Chacun de vous pensez à vos proches, votre entourage, en entendant ces remarques que nous avons faites dans notre étude. Alors, chez une même personne, il y a alternance de l'amour et de la haine envers les mêmes individus. Je peux avoir des sentiments de haine très violents contre quelqu'un, et cette même personne-là avoir des moments d'amour intense. Donc, il y a une dualité absolument incompréhensible. Mais c'est systématique avec ses enfants qu'on aime et qu'on rabroue avec ses conjoints, etc. Donc, chez une même personne, alternance de l'amour et de la haine envers des mêmes individus. Violence circulaire cohabitant avec, alors, violence circulaire, le mot est de Fanon, bien sûr, une violence circulaire cohabitant avec une extrême générosité. Ça veut dire que on va se battre, on va s'injurier. Mais on est capable. Regardez quand les gens qui se détestent dans les quartiers, etc., s'il y a un accident, quelque chose qui se fait de grave, la personne compatit. Elle va. Si elle ne peut pas aller par honte, elle va dire, hey, allez au sacrifier, moins tel. Donc c'est la violence. Et là, mais en même temps, il y a une générosité, une humanité. Donc c'est là aussi, il y a une dualité qu'on observe. Faites l'expérience après avoir entendu cela. J'ai déjà observé ça dans le quartier. Deux personnes fâchées, mais et elles prennent en charge les enfants de l'autre, les déposent, les avancent, et puis il n'y a pas de problème, quoi. C'est un dysfonctionnement mental. Oui, oui. Par exemple, cette même personne-là, il y a eu un accident,
Elle va sur les lieux de l'accident et elle dit, ah ouais, là il est là, ah ouais, non, il tenait raison. Elle ne donne pas tort parce qu'elle est fâchée avec elle, mais elle voit que d'après les circonstances, elle a raison, donc elle lui donne raison, il n'y a pas de problème. Alors, voyons un troisième comportement que vous allez voir chez tous ceux qui vous entourent, et si vous êtes honnête chez vous-même un peu, c'est l'autodénigrement systématique des autres. Syndrome de linge profond, ça. Oui, il y a même si on sait que la personne a de la valeur, mais il faut, dans son langage, la dénigrer. Sous-entendant qu'il faut qu'il y ait quelqu'un de plus bas que moi. Ça, c'est la grille de la personne. En même temps, culture du paraître. Je veux qu'on me voie. Intellectuellement ou économiquement, je sais que je suis discriminé, que je n'ai pas les moyens de faire. Donc, je vais compenser ça par une volonté de paraître à tout prix. Alors, la façon de s'habiller, de la façon de s'endetter pour faire quelque chose, de la façon d'aller en croisière, pas parce qu'on a envie d'aller en croisière, mais pour dire j'étais en croisière. Même si on n'a pas payé ses factures pour ça, mais encore une fois, c'est pas du jugement moral qu'il faut faire là, c'est un dysfonctionnement. La personne, son inconscient lui dit il faut que j'existe, il faut que je paraisse, parce que précisément, elle a des doutes sur sa valeur, l'estime de soi. Voilà, le problème de l'estime de soi. Le problème de l'estime de soi. Donc, et ça fait des dégâts, ça. Et ça fait des dégâts. Mais dans toutes les franges de la société, nous prenons souvent ça dans les réunions politiques comme exemple. Des militants qui sont convaincus qu'il faut pour la lutte pour l'indépendance, qu'il faut développer l'unité du peuple, etc. Oui, on peut s'en débarrasser, merci. Eh bien, pour eux, ce qui est plus important, c'est de devenir maire, député, faire un coup de main. On va faire tous les sacrifices, s'endetter, se fâcher avec ses amis, parce qu'on veut paraître comme maire. Alors que dans son subconscient, on sait très bien que ou pas trahir les pouvoirs, on ne va pas te respecter, parce que tu trahis les autres. C'est maladif. Donc, voilà un exemple de situation que vous pouvez voir, mais enfin, réfléchissons. Si c'est tellement répandu, c'est pas parce que les Martiniquais sont des démons qu'ils veulent... Non, il y a une cause, et c'est le fameux syndrome de Lynch. C'est une aliénation, c'est une maladie mentale. Bon, alors on peut également ajouter à ces symptômes-là l'hypersensibilité, notre capacité à réagir. Il dit, ça, on va monter. C'est-à-dire qu'on n'accepte rien un mot de l'autre qui n'est pas tellement forcément mal intentionné, mais l'hypersensibilité. Je sens que tu as envie de donner un exemple. Non. Non, mais c'est justement la conséquence du manque d'estime qu'on a en soi, du manque de confiance en soi. Et alors, directement lié à la période de l'esclavage et de la soumission colonialiste, le rapport à la propriété. Ça veut dire que les gens ont un besoin d'accumuler des biens, même inutiles, même en s'endettant, pour dire que j'ai. Puisque je n'avais pas... Vous voyez, vas-y. Oui, c'est une transformation d'une valeur qu'on avait qui était très grande quand même, parce qu'on considérait que ce que tu as, c'est le bien commun, c'est le bien de tous. D'une part. Donc on en prenait soin et on te conseille pour que ce bien-là puisse durer. Donc c'était un bien, tout le monde veille sur ce bien. D'une part, mais d'autre part aussi que c'est toujours le fruit de ton travail. Oui. C'est-à-dire, ou pas gagner rien, ou pas fruiter, etc. Oui, mais les autres participent à ça. Voilà. Donc, ce rapport au bien-là. Alors, peut-être pas depuis 10-20 ans, mais tous ceux qui ont au-dessus de 50 ans se rappellent que quand ils avaient leurs affaires à eux, et puis quand quelqu'un venait toucher, qu'est-ce qu'il disait? Pas meilleur bagaille béchia. Pas meilleur bagaille béchia. Donc, c'est à moi. Quelqu'un touche,
je ne dis pas mes bagailles moins, Il fait référence. pas mes bagailles bétier, parce que en fait c'est le béquet qu'il y a et que je ne peux pas vraiment posséder. Donc ça va se traduire par une volonté d'accumuler, de mettre des choses d'acheter des choses dont on n'a pas besoin au détriment de choses dont on aurait besoin. C'est tellement systématique que ça ne peut être que le symptôme d'un dérèglement psychique. Donc, ça c'est... Alors, et puis, le rapport aux gens n'est plus... Tu as parlé tout à l'heure du bien commun, il y avait des morales communes, mais il y avait également des bases humaines dans les rapports. Maintenant, le rapport a été faussé par l'esclavage, par la colonisation, et c'est en tant qu'objet qu'on voit l'autre, et non pas en tant que personne égale. Alors, par exemple, on va faire une confiance irraisonnée à un individu, donc au maître symbolique. Oui. Et surtout les personnes ayant la peau plus éclaircie. Et surtout quand il a la peau la plus éclaircie. Donc c'est le goût. On va facilement tomber dans les sectes, on va facilement se laisser piéger par des politiciens bavards, par des venus de n'importe où qui prétendent résoudre les problèmes de la Martinique. Donc, confiance irraisonnée, mais aussi facilement méfiance. Quand on n'a pas considéré que cette personne-là, c'est le maître symbolique, eh bien, on ne le croit pas. Il y a une méfiance. Si tu me dis ça, c'est que tu n'as pas des idées honnêtes. Tu as un intérêt quelque part. Tu as un intérêt quelque part. Méfiance. Et donc, les rapports sont tout à fait faussés dans le cas. Alors, je disais tout à l'heure que nous sommes tous concernés. Je fais la comparaison avec un virus. Un virus produit une épidémie, une pandémie, etc. Il y a des gens qui seront plus affectés que d'autres. Si on a un corps sain, une alimentation, etc., soit on n'est pas vraiment touché ou faiblement touché. Mais ceux qui ont déjà par ailleurs des difficultés psychiques pour d'autres raisons seront particulièrement affectés. Donc c'est pour ça que comme nous avons un peuple qui a des difficultés économiques, qui est raboué dans les administrations, etc., le fameux syndrome de Lynch va les affecter. Et j'insiste pour dire que il faut voir ça comme la maladie de l'épaule qu'on a et qu'on veut soigner. Ce n'est pas pour juger, pour dire que c'est un couple couillon qui ont l'autre, c'est que les conditions font que ça te fait plus mal et donc le traitement devrait être un peu différent. Donc, je veux bien insister sur ça pour montrer que c'est syndrome, c'est une maladie et que ce n'est pas mettre en cause la valeur de l'individu. Parce que tout ce même peuple-là qui est victime du syndrome de Lynch a par ailleurs une extraordinaire capacité à résister et à s'adapter à tous les moments. C'est bien vrai, ça. C'est vrai. C'est-à-dire que on est partout dans des situations où les gens les plus en difficulté, les plus difficiles, arrivent à survivre. Et aussi à montrer des choses extraordinaires. Hein. C'est-à-dire, on a tout pour être fiers de nous-mêmes, hein. Mais on n'a pas un pouvoir qui le met en évidence. Au contraire. Et ce n'est pas dans son intérêt non plus. Parce que il y a le syndrome issu de la propagande des conditions, mais il y a le fait que les gens ne peuvent compter que sur eux pour vivre. L'esclavagisé, pour manger, devait trouver un moyen d'avoir un jardin particulier qui puisse assurer sa subsistance, pour se soigner, pour construire une maison. Ça veut dire que, le français dit nécessité fait loi, le peuple martiniquais, dans les pires conditions, arrive à porter des solutions, à créer une langue, à créer une culture, etc. Et à développer des réponses à ces problèmes sanitaires. Alors, je fais la parenthèse. Les maîtres qui méprisaient, qui développaient le racisme, etc., du temps de l'esclavage, quand un serpent les piquait, il n'y avait pas la ménage, hein? Qui c'est qui les soignait? C'était un nègre qui connaissait la façon de soigner les serpents. Donc,
qu'on le veuille ou non, les charpentiers, c'est eux on les appelait les nègres à talent, qui faisaient les maisons, mais c'est la population noire, méprisée, racisée, sous-estimée, qui faisait ce dont ils ne pouvaient pas bénéficier par les technologies modernes. Donc, il y a cette ambivalence-là entre la réalité, c'est ce qui a permis à notre peuple de se construire et de résister, mais le fait qu'il n'en est pas conscient et qu'il est atteint par ce fameux syndrome de Lèche. Donc, ça c'est la réalité de ce syndrome. Maintenant, il y a des gens qui peuvent dire, mais moi, depuis 1848, l'esclavage a parlé moins de Lynch, le syndrome de... Non! C'est parce qu'il y a une transmission des traumatismes subis de ce temps-là, d'une part par le fait que la société de domination n'a pas changé après l'esclavage, la colonisation a commencé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, fondamentalement, il y en a changé. Le béquet est toujours béquet. C'est lui qui nous vend des pièces à 2000 € alors qu'elle valait 300 €, etc. Donc il y a ça, et puis les gendarmes sont blancs, le préfet est blanc, etc., qui nous parlent avec autorité. Donc le traumatisme est là. Même si on a des Noirs qui ont grimpé dans l'échelle sociale, etc. Donc on a cette réalité que le traumatisme, le syndrome qui s'est créé dès cette période-là, il a toutes les conditions pour être transmis à la génération. Et puis, il y a le phénomène de l'épigénétique. Alors, il y a un colloque qui avait été organisé en 2016 par le professeur Charles Nicolas, et qui avait fait venir des généticiens, et qui avait montré que, je vais citer d'ailleurs une généticienne qui s'appelle Ariane Giacobino, qui avait expliqué dans son intervention que, je vais citer, comment un traumatisme psychique s'inscrit sur l'ADN et comment cette inscription se transmettait de façon épigénétique. Le patrimoine génétique n'est pas modifié, mais l'expression du gène est soit stimulée ou inhibée. L'épigénome est donc sensible à l'âge, à l'environnement et donc au trauma. Et les travaux d'Ariane Giacobino montrent que les modifications épigénétiques se transmettent sur 3 générations. Mais comme on a dit que le colonialisme continue, mais on a encore 3 générations à venir derrière pour lutter contre ça. Mais tant du côté des esclaves, dit-elle, que du côté des fils et fils d'esclavagistes. Parce que nous avons notre syndrome de Lèche, mais ils ont un syndrome plus grave encore. Ils ont perdu leur humanité du fait qu'ils esclavagisent, qu'ils torturent, qu'ils tuent, qu'ils volent, qu'ils pillent, etc. Qu'ils n'ont plus d'humanité. Et ça s'inscrit aussi dans leurs jeunes. Donc le petit béquet qui fanfaronne, arrogant, etc., mais qui n'a pas les diplômes, j'allais être méchant, mais qui n'a pas le niveau intellectuel ou les diplômes de beaucoup de nos jeunes martiniquais, et bien lui, il est persuadé d'être supérieur. Il est persuadé. Donc il a aussi ça, épigénétiquement. Et c'est ce que la généticienne expliquait, pour dire que nous avons tout à fait raison de dire que là, notre société est victime massivement du syndrome de Lynch. Donc, on a dit que les choses perpétuent. Je vais vous citer un extrait de la conférence que faisait. Nous tenons à préciser que c'est l'ensemble de notre communauté, pas seulement les populations esclavagisées ou leurs descendants qui est concerné par le syndrome de Lynch. Un regard lucide sur l'évolution de la société martiniquaise pendant et après la période esclavagiste peut en attester. Chez nous, comme dans tous les autres territoires colonisés, pendant plus de 3 siècles de domination directe, les institutions, les religions, l'école, les médias ont été instrumentalisés pour prôner l'idée de la supériorité de la race blanche. La civilisation occidentale a été présentée comme l'idéal à atteindre
pendant que toutes les autres étaient caricaturées, diabolisées et dénigrées. Les élites ont été éduquées avec l'idée que les conceptions occidentales en matière d'organisation et de fonctionnement de la société, en particulier sur les plans politiques et économiques, étaient incontournables. Alors, si on prend le comportement des partis politiques, des élus politiques, le langage qu'ils ont, c'est directement imprégné du formatage universitaire, de ce qu'ils écoutent à la radio. Quand un élu de haut niveau qui a des diplômes vient dire à la population, n'écoutez pas les indépendantistes, parce que nous allons perdre les subventions de l'Europe. Si nous ne faisons pas appel aux investisseurs privés, dites-moi quelques sociétés qui sont dans l'eau là, SME, enfin bref, etc. La Lyonnaise des Eaux, quoi. Oui, la Lyonnaise des Eaux et le bonhomme là qui... Dans le Nord? Non, je parle de celui qui... Bolloré. Si Bolloré n'investit pas en Martinique, Dieu ne peut pas penser au développement. C'est directement une maladie mentale, et je dis ça sans insulter, sans juger moralement, c'est pour que chacun prenne conscience de la gravité de la maladie qui nous frappe et de la nécessité de mettre des stratégies en place pour qu'on s'émancipe intellectuellement. Donc, c'est ça qui se persécute. Et donc, on peut, je continue ce que je disais tout à l'heure, comment serait-il possible que notre imaginaire ne soit pas déformé quand, premièrement, dans l'environnement médiatique, l'autre est non seulement omniprésent, télé, chaînes, séries, etc., mais hégémonique. S'il y a des noirs qui apparaissent, c'est dans des cadres définis par le blanc, dans des compétitions définies par le blanc. On a quelqu'un qui fait une émission en Martinique, et Kali, qui m'a dit ça, c'est-à-dire que les télés françaises ont fait un jeu dans lequel les gens s'affrontent, Koh-Lanta, où on développe la compétition, les mauvais comportements, ça marche, et puis tout le peuple va dire, je ne veux pas arrêter Koh-Lanta. Mais comme on veut s'émanciper, on va faire une Kalina, c'est ça? Ils ont fait une ici, J'ai jamais regardé. J'ai pas... Je ne suis pas, mais je sais. Le nom ne me revient pas là. Donc tu as une équipe de la Réunion, une équipe de ceci, et puis on fait un jeu, on va chercher un totem. Et puis on copie. Donc on a ce que disait une hégémonie en matière de représentation médiatique, notamment à travers la télévision. Mais deuxièmement, la hiérarchie raciale reste visible dans l'organisation sociale. L'encadrement de toutes les administrations, on n'a qu'à prendre une photo d'une réunion à la préfecture ou quand un ministre de passage, on a la réponse. Troisièmement, là nous parlons des facteurs qui déforment l'imaginaire, qui font que c'est une véritable maladie mentale. Troisièmement, l'idée se maintient et s'exprime régulièrement que notre survie dépend de l'autre. La population s'entend quotidiennement dire qu'elle sombrerait dans la misère sans les aides sociales venant de l'extérieur, sans que l'autre ne puisse présider au développement économique. Quatrièmement, la vulgarisation des super racistes n'a jamais vraiment cessé. Ça veut dire qu'il y a toujours dans les livres des histoires qui montrent que c'est le blanc qui vient sauver. Oui, oui. Et ça c'est bien inscrit dans notre imaginaire parce que j'ai l'exemple là qui est extraordinaire d'une personne qui cherche à nous dire il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. Nous pouvons faire ci, nous pouvons faire ça. Donc il a organisé comment dire une conférence, une conférence, enfin, je ne sais pas le terme, ou bien séminaire, des ateliers, voilà,
pour dire, bon voilà, on pourrait investir dans tel secteur, tel autre secteur, etc. Mais pour faire l'émission de présentation, il fait appel à un animateur français qu'il paie pour venir ici pour animer l'émission. Après, les personnes qui annoncent les ateliers, c'est une Française. C'est-à-dire qu'il veut transmettre le message que nous sommes capables, que nous pouvons faire des choses, que nous pouvons investir l'économie, mais les personnes qu'il récupère pour faire ça, ce sont des personnes étrangères. Venant de l'autre. À la Martinique. Alors, on a fait malgré tout un petit progrès, parce qu'avant, vous ouvrez l'ORTF, la radio publique, et vous entendiez une chanson de Gérard Lavigny, « Nèg ni mauvais manière ». Et Bétier les water, Milat les ceci, Nèg cacacantou, et Bétier qui a fait ceci, il y avait ça sur l'ORTF qui passait. Donc c'était toléré. Dans les enfants des colonies de vacances chantaient en marchant dans les sorties. Hier au soir, à Paris, j'ai rencontré Polom Pom. Alors, il y avait 6 jeunes filles assassinées. Polom Pom. On a arrêté les assassins. Polom Pom. Ils étaient noirs comme du cirage depuis la tête jusqu'aux orteils. Dans toutes les colonies de vacances, on chantait ça. Et c'était organisé par des organismes laïques qui défendaient la République. Donc, il y avait ça. Pour dire que c'était pire auparavant, mais ça continue. Je témoigne là, que dans les collèges, il y a encore, dans certains collèges, il y a encore le livre Contes et légendes de Thérèse Georgel. Contes et légendes des Antilles. Alors, il y a Compé Lapin, il y a ceci. Et puis, il y a un conte, Nègre, né malheureux. Il y a un conte dans un livre qui est de toutes les écoles. Alors, l'histoire, le conte, c'est que la Sainte Vierge a invité un béquet, un mulâtre et un nègre chez elle. Et on raconte que le béquet se prépare, c'est cela, le mulâtre se parfume, ici ou ses cheveux, le nègre est en train de boire du rhum, il ne se prépare pas. Et puis, à l'heure du rendez-vous, ils arrivent. Le béquet arrive avec tout son apparat, il parle bien, il est poli. Le mulâtre fait des compliments, et le nègre arrive en train de jouer. Et puis la Sainte Vierge dit, bon, je vous ai préparé des cadeaux et vous choisissez. Le béquet va prendre une enveloppe. Le mulâtre va prendre une plume. Et le béquet court sous le plus gros sac. Et puis il part avec. Le nègre court. En voracité, il compte, il part avec le sac. L'enveloppe, c'était l'argent, c'est pour ça que le béquet est riche. Le mulâtre a la plume, c'est pour ça qu'il est dans les administrations. Et le nègre, qui a choisi la voracité, eh bien, se retrouve avec les outils, donc il est obligé de travailler. Ce livre était encore peut-être l'est-il encore dans certaines écoles, et dans le collège où j'enseignais, j'arrive, je le vois. C'est impossible, mais je décide de ne pas l'enlever du CDI, mais de surligner et puis d'écrire, voilà un conte raciste, comment on aliène la population martiniquaise. Et je le laisse, et puis j'encourage les enfants à aller le voir. Entre-temps, il y a une nouvelle responsable du CDI qui arrive, une Française. Elle voit ça, elle le jette, elle achète un œuf pour pouvoir. Ayant pris ma retraite, je retourne, je vois ça, je demande, je m'enseigne, j'appelle
la principale, et je lui explique, je dis ça, je dis il faut dénoncer ça, etc. Pour vous dire que là, dans le présent, ça existe encore. Le livre Contes et légendes des Antilles françaises, écrit par Thérèse Georgel. Alors pour dire que, j'étais en train de dire que l'imaginaire est obligatoirement est affecté par ces histoires-là. Et puis, puisque je prends mon expérience, j'étais enseignant d'histoire-géographie, je demande à tout le monde de vérifier encore aujourd'hui, dans tous les livres, il n'y a pas de chapitre sur les civilisations africaines, mais il y a obligatoirement un chapitre sur l'Afrique, un continent pauvre, avec des photos de petits nègres, avec des mouches sur le nez, et puis des ONG blanches, bien entendu, qui donnent à manger. Tous les livres qui sont dans les établissements scolaires de Martinique et qui parlent de l'Afrique disent Afrique pauvre. Alors, en tant qu'enseignant, je donne cette expérience-là, c'est pour dire qu'il y a moyen de résister. J'appelais les élèves à ouvrir, à lire ça, et je leur distribuais les cartes du sous-sol africain, les cartes des exportations vers l'Europe, etc. Et je leur disais, qu'est-ce que vous en pensez? Les élèves disaient, mais le livre est menteur. Alors à ce moment-là, je leur faisais voir que le livre venait d'une maison d'édition qui appartient à Lagardère, qui est un marchand d'armes, etc. Donc pour dire qu'il faut bien comprendre que notre imaginaire a été traumatisé, mais qu'il continue à être perturbé par le vécu des injustices et des inégalités qui continuent à perdurer. Alors je propose qu'on fasse une respiration musicale avant de poursuivre. Est-ce que tu es prêt? Alors, donc, la technique se prépare à cela. Donc, je veux, sur cette première partie, insister sur le fait que nous sommes un peuple créatif, capable, courageux, qui ne baisse pas les bras, mais que nous ne pouvons pas donner toute la dimension de nos talents parce que nous sommes toujours colonisés et parce que nous sommes soumis à un syndrome, une maladie qui concerne l'ensemble de la population à des degrés divers. Est-ce que la technique, on t'écoute? Pas encore. Alors, on continue? Oui. Voilà. Donc, bon, c'est bon. Hey, mais le monde a changé. Yele maso, mo ya kara yele maso Yele maso, mo ya kara yele maso Yele maso, mo ya kara yele maso Voilà, alors nous poursuivons notre émission, nous parlons du syndrome de Lynch et nous allons continuer avec les conséquences, mais surtout sur la façon de réparer et de guérir ces traumatismes. Je veux quand même ajouter la dimension que il y a quelque chose qui se passe parce que notre vision de nous-mêmes est en train de changer. Quand nous voyons le combat qui était mené sur la question des cheveux crépus, nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous l'avons gagné. Rappelez-vous, quand on avait les cheveux crépus, casse en fer, etc., les gens se créaient des cancers en défrisant leurs cheveux avec des fers chauds. Donc avec toutes les conséquences. Et les gens avaient vraiment une hantise d'avoir des cheveux sauvés, des cheveux plats, etc. Aujourd'hui, quelle beauté de voir. Oui, les cheveux naturels. Les cheveux naturels. Et d'ailleurs, on voit justement la beauté noire. La beauté noire, et puis la fierté aussi. Oui.
Maintenant, c'est les gens qui vont mettre des perruques Luberlu, c'est eux qui sont plutôt ridiculisés dans la société. Donc, il y a des progrès. La beauté noire commence à être reconnue, mais on n'est pas encore, ça n'a pas encore gagné la question de la séparation raciale. Alors, je sais sur un nom qu'on utilise en psychiatrie, la psyché. La psyché ou psyché comme on veut, c'est ce qui concerne la façon de penser, hein, l'ensemble des phénomènes psychiques qui forment l'unité personnelle d'un individu. Ça veut dire que c'est la base de son identité, de son être, c'est ce qui va diriger les choix qu'il va faire en matière d'habillement. Consciemment ou inconsciemment, beaucoup s'évaluent encore par rapport au canon de la beauté physique tel que promu par l'Occident. Alors, la couleur de la peau, ça commence à évoluer dans le bon sens, le grain du cheveu, la forme du nez. Vous vous souvenez que dans les anciennes générations, on mettait des pinces pinces à sécher là. J'oublie le nom. Pince à linge. Pince à linge sur le nez des enfants pour qu'ils deviennent droits comme celui des blancs. Vous imaginez? Ça se faisait. On voit bien qu'il s'agit d'une maladie. Donc, mais aussi par rapport au code vestimentaire. Alors là, c'est physique. Mais les codes vestimentaires, là, on n'a pas encore beaucoup évolué, à part une minorité qui met des vêtements africains, etc. Mais le jour de l'an, il faut mettre une robe avec des brillants, etc., décolleté. Je sens que tu as envie de dire, vas-y. Costume droit, pièce avec cravate, même s'il fait chaud. Bon, on est tout frais, on a son veston et sa cravate. Donc, c'est vrai que la question des vestimentaires, là, on a beaucoup de travail à faire. Et puis notre jeunesse. Alors là, c'est les vêtements américains, les linges de mode, les Nike, etc. Donc, il faut ressembler au modèle que les séries nous ont donné. C'est vraiment une atteinte profonde, une maladie mentale, et il faut que les gens s'en rendent compte pour lutter contre ça, parce que ça a des incidences économiques. Oui, on est obligé d'acheter, par exemple, Les pantalons des pantalons sous les fesses. Moi, je ne veux pas de pantalons sous les fesses, mais je trouve que ça. Oui, il y a ça. Alors, ça, il y a évidemment et les incidences économiques. Mais puisque tu parles de vêtements, il y a un militant que je respecte beaucoup, je lui faisais remarquer, mais tout le monde en les mettait les Africains, wax, etc. Mais il ne savait pas que c'était fabriqué aux Pays-Bas et que ça tue l'artisanat des Africains, le tissage des tissus africains. Et il voulait défendre l'Afrique, l'africanité, mais il contribue à tuer l'artisanat africain en achetant des wax. Donc c'est pour dire qu'on a encore du chemin à faire sur la question des habitudes vestimentaires. Ça fait partie de la lutte contre le syndrome de Lèche. Donc on a parlé puis les habitudes culturelles. Je pense à la Saint-Valentin. Ah oui, là, ça c'est terrible. Des couples sont en bagarre parce que monsieur ou madame n'a pas porté une rose, n'a pas célébré la Saint-Valentin. Le 14 février. Alors, je suis désolé de donner des expériences, mais chaque fois que le 14 février arrivait, quand j'allais dans mon collège, les enfants avec des petites cartes, je mettais un visage d'enterrement et ils me demandaient, monsieur, tu es malade? Je dis non, je pense aux ouvriers agricoles qu'on a assassinés à Chalvet. Ah bon? Et avec l'accord de l'administration, chaque 14 février, on organisait des réunions avec les élèves pour leur expliquer ce qui se passait. Mais il y a des militants qui font des choses comme ça. Mais le 14 février, la Saint-Valentin, c'est l'illustration parfaite de l'aliénation. Et les gens sont fâchés contre vous. Vous êtes des rétrogrades, etc., parce que vous ne fêtez pas la Saint-Valentin. Oui. Et puis il y a la pression sociale. Est-ce que tu as reçu ta rose? Est-ce que tu as reçu ta rose? Comment ton mari t'a pas donné une rose? Ton mari t'a pas amené au restaurant? Mais aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Luttons pour nous débarrasser de ce syndrome.
Parce que ça empêche aux gens de développer une économie alternative. Donc, ça, c'était la psyché qui est absolument déformée. Mais, là, justement, la conséquence, c'est que ça a un impact économique, des incidences négatives quant à la cohésion sociale, et c'est un facteur de mal-développement. Je cite l'extrait là. L'une des explications au caractère très souvent conflictuel des relations au sein des couples, et plus généralement dans les familles, réside dans le fait que les comportements attendus pour manifester l'amour en leur sein, alors ça revient à la première partie qu'on évoquait, sont inspirés par la culture occidentale et sont en déphasage avec ceux qui avaient cours dans nos cultures ancestrales. C'est pas parce que nous pas aimé madame que vous pas qu'à marcher en la rue qu'à tchembe yo bien qu'à boyo comment dire en créole calendrier yo mit en la rue devant tout le monde. Mais comme à la télé c'est comme ça que l'amour doit se manifester, on veut adopter cette culture là sans tenir compte que c'est pas ce que nous n'avons pas faire, c'est pas sentiment. Oui, et puis surtout que l'expression de l'amour, ça se voit dans les couples, ça belle. Et c'est pas exprimé comme ça, c'est exprimé d'une autre manière. Mais vraiment, c'est très joli à voir. Hein. On a qu'à observer justement des personnes qui s'aiment, qui ne s'aiment pas à l'occidental, mais qui expriment leurs sentiments de manière discrète. Ça transparaît quand même, mais c'est très beau. C'est pas privé, c'est pas bail monde ça. Oui, mais vous pouvez aller voir, vous pouvez voir ça, mais il n'y a pas qu'à exposer ça, il n'a pas exposé ça par l'exposition. C'est pas ça qui a fait les sentiments. Alors il faut que je montre ça. C'est madame moi, personne pas mais c'est ta moi pas gagner. Et inversement la femme, c'est mon mari pas gagner. C'est-à-dire que c'est les individus, la satisfaction de leurs rêves qui efface l'harmonie sociale. Et puis ça crée quand même un problème mental, voilà, une insécurité. Voilà. Oui, puisque s'il ne fait pas ce qui correspond à ton image, méfiance. Il y a un problème de confiance, voilà. Alors là, ça concerne les relations de couple. Mais les relations entre parents et enfants. Le fait qu'on ait cassé les liens traditionnels et qu'on ait mis dans le cerveau des enseignants et des parents des images de la réussite des enfants qui ne correspondent pas aux besoins de notre société. Alors par exemple, l'échec scolaire. Ah mais tu as une mauvaise note. Ah mais il te faut être docteur, etc. Ça ne parle pas d'une volonté de s'assurer de l'épanouissement intellectuel de l'enfant, de la maîtrise de la culture qu'il fallait donner auparavant pour que l'enfant puisse s'adapter, etc. Ça passe, il faut entrer dans un cadre défini par l'Occident. Or, il est absolument, l'ancien enseignant parle, impossible que la masse des enfants réussissent scolairement, même quand avoir un diplôme, c'est pas réussir scolairement, hein, c'est avoir un diplôme. C'est impossible que ce problème-là soit réglé parce que le contenu de l'enseignement est un dysfonctionnement avec leur environnement, avec leur attente, avec leur culture. Donc c'est impossible d'avoir une réussite scolaire. Ce n'est pas les parents qui ont démissionné qui ne s'occupent pas. Ce n'est pas les enseignants qui mangent leur corps-pouce et qui ne font pas leur travail. C'est un système qui interdit l'épanouissement des enfants. Parce qu'il est fondé sur une hiérarchisation des cultures, des civilisations et des objectifs qui ne correspondent pas aux intérêts de la population. Donc, ça c'était pour les enfants. Mais sur le mal-développement, il est important de dire que quand, par exemple, on ne vit qu'avec le modèle de l'autre, dans sa façon de s'habiller, de manger, etc., ce dont on aura besoin, on va le chercher dans les centres commerciaux. Ça veut dire qu'on va entretenir la caste et les importations colonialistes au détriment de ce qui se fait, dont on aurait besoin.
Voilà. Et justement, ce système-là favorise et le système occidental. Ça favorise la casse béquée, ça favorise les dominants. Ça ne développe pas notre capacité à nous autosuffire. Et je me souviens de mon grand-père qui plantait, qui faisait trois journées en une. Il s'occupait des bêtes, il s'occupait de son jardin, après le travail de l'usine. Donc, et franchement, il programmait une plantation pour que ses enfants puissent trouver à manger en toutes circonstances. Alors, je lis le petit paragraphe que j'avais présenté dans la conférence à l'époque. Quant aux conséquences en matière de mal-développement, on imagine aisément l'impact ravageur que peut avoir sur une économie l'aliénation qui conduit la majorité à consommer des produits exogènes, y compris culturels, ne correspondant pas vraiment à ses besoins et à son environnement. Cela dans une société où les injustices liées à l'embauche, à la rémunération, aux conditions de travail ne permettent pas l'utilisation des compétences locales, atrophient les ambitions, entraînent souffrance et démotivation dans le travail. Et puis on peut également évoquer l'importance des dépenses publiques dans le domaine de la santé qui relèvent de la situation provoquée par les troubles psychiques et le mal-être. Cette notion des conséquences du syndrome sur l'économie, il faut que chaque Martiniquais qui veut la décolonisation, l'indépendance, y réfléchisse. Parce que si on ne peut pas avoir des moyens de produire, si nos enfants ne peuvent pas être employés avec les salaires qu'ils méritent, si celui qui pourrait trouver une solution pour le transport en Martinique ne peut rester que sous-directeur qui n'a pas le pouvoir politique de décider on va faire ci, faire ça, on dit les élus pas qu'à faire, mais le pouvoir n'autorise pas les élus à faire, c'est que si on n'a pas ça, l'économie ne peut pas marcher. Et comme on a dit qu'il y a une souffrance morale généralisée, c'est suicide, c'est toxicomanie, diverses, alcool et drogue, c'est violence, etc., etc. Et ça veut dire qu'il faut dépenser pour régler cela, pour ouvrir des prisons pour ces messieurs-là, pour tout ce qui concerne les dépenses de santé, sont accrues du fait du mal-être social. Et en plus, ces gens-là ne nous donnent pas l'argent de régler les problèmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir de sortir. Donc voilà toutes les conséquences de ce fameux syndrome de Lèche. Alors, j'aimerais un dernier parti qu'on voit, mais oui, mais est-ce que tout est perdu? Comment s'en sortir? Est-ce que c'est désespérant? Je te pose la question pour commencer. Est-ce que tout est perdu? Comment s'en sortir? Moi, je refuse de croire que tout est perdu. Hein. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et justement, la première façon de s'en sortir, c'est être conscient de cela. Donc, aujourd'hui, là, nous avons vu le syndrome de Lynch. Eh bien, justement, la connaissance de ce syndrome-là nous permet de nous connaître de manière plus approfondie et de trouver en nous les ressources pour porter les réponses. Donc là, c'est un jalon aussi. Donc, on peut poser plusieurs jalons. Nous savons que le système qu'ils ont mis en place, c'est un système où les enfants d'aujourd'hui sont élevés dans les caddies. Donc, ils connaissent les caddies. Là où, lorsque j'étais du même âge qu'eux, eh ben, je connaissais les bois, je connaissais la campagne, je connaissais la paix que procure justement la nature, etc. Donc j'apprenais au contact d'autres enfants comme moi, mais au contact des adultes. Tu savais à quel moment Franck arrivait pour faire ses volant? Oui, donc et effectivement là, si on prend conscience
que nous sommes en train de faire ce que le système attend de nous, à savoir transmettre justement sa domination aux enfants, nous pouvons prendre les mesures nécessaires, les contre-mesures. Donc, c'est apprendre ce qui se faisait auparavant, c'est apprendre à se mettre en communion avec la nature pour essayer de produire ce dont on a besoin, parce que la nature nous fournit tout ce dont on a besoin. Et en plus, on a besoin pour non seulement s'alimenter, mais pour, je dis alimenter le corps, mais aussi alimenter l'esprit, enfin soigner le corps aussi. Donc, on peut sortir de cela. On peut, si on veut, sortir de cela, je pense. Oui. Alors, sur ce domaine-là, je pense que là aussi, il faut lutter contre le syndrome de Lynch. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont fiers du 22 mai, on va fêter ça bientôt, mais qui ont une vision tellement caricaturale de la libération de l'esclavage, etc., de la façon de la société, que c'est tragique. Alors, par exemple, on a parlé tout à l'heure du génie, de ce que les gens pouvaient faire, nègres à talent, médecins, etc. Mais on a une image que les esclaves étaient là, ils souffraient, et puis un jour, un bourg a battu du tambour, ils se sont révoltés, et puis ils sont obligés de libérer. Alors, je profite pour faire une parenthèse. Il y a une commémoration qui est organisée à Balata le vendredi matin, où cet aspect-là sera développé abondamment. Ce n'est pas du tout le cas. Et les gens qui idéalisent le 22 mai reprennent des arguments dignes de Willy Lynch. C'est les net marron, c'est résistant, 2 ou 3 boucs résister seulement qui va nous. Et puis, les esclaves domestiques là, et puis c'est béquia. Mais c'est vraiment la division de Lynch qui est dans le respect. Alors, je vous suggère la lecture d'un ouvrage écrit par Sylviane Naoshi, L'autre citoyen, qui parle des Noirs sous l'esclavage et des stratégies qu'ils ont mises en œuvre. Et qui va nous faire comprendre scientifiquement, en fait, tous les intellectuels qui peuvent, tous ceux qui aiment la lecture sans être intellectuels au sens universitaire du terme, je vous conseille de faire l'effort de lire ce livre. D'ailleurs, je vais vous citer cet exemple. Loin de coïncider avec l'image, certes romantique, mais réductrice et trompeuse du marron, la lutte des esclaves contre la domination prend donc le contenu d'une connaissance fine et astucieuse des règles de leur société. Elle s'exprime à travers leur maîtrise dans l'art de les contourner, par la négociation, la stratégie, voire l'adaptation, en vue de se ménager un espace relatif d'autonomie personnelle et ainsi rendre plus supportable le quotidien. Surtout, dans cette configuration sociale complexe, prenait corps la conscience diffuse que la position dominante des maîtres pouvait être modifiée ou affaiblie. En un mot, l'autorité des maîtres pouvait être attaquée en fonction des contextes historiques dans les îles dont la vie sociale était rythmée par les échanges maritimes. La circulation des idées politiques, des nouvelles, voire des rumeurs, jouait un rôle central dans la perception que les esclaves faisaient des rapports de force, engageant la possible fin de leur suggestion, mais aussi, in fine, dans la transformation éventuelle de la société. Alors là, le commentaire, la mise en œuvre par les personnes esclavagisées de stratégies pour imposer leur humanité, pour s'arrimer à leurs racines et préserver leur culture, n'a jamais cessé, à travers les non-savanes. Oui, c'est extraordinaire. Hein. Il y a des gens qui ont des noms, moi, leur vrai nom, je ne les connais pas. Les non-savanes, c'était de Kunta Kinte, résister. Oui. Chacun a un non-savane pour s'opposer au nom donné par le maître, à travers le maintien de pratiques animistes.
Le détournement de la religion pour y joindre des pratiques ancestrales africaines. Le dénigrement des maîtres et la culture de ceux-ci qui se manifestait. Donc, il y a toujours cela. Et j'insiste sur l'histoire de l'idéalisation des marrons des révoltes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dénigrent les esclaves domestiques. Les femmes domestiques qui étaient violées, soumises, qui avaient des enfants avec des béquets, etc., ceux qui avaient un certain allègement de leurs conditions, n'ont jamais trahi leur communauté, puisque c'est eux qui renseignaient ceux qui faisaient les révoltes. C'est eux qui détournaient des aliments pour donner aux marrons. C'est eux qui disaient, les béquets, les maîtres vont faire une réunion telle, etc. Donc, franchement, pour venir là, parvenu après, qui ne connaît rien, dire, ah, c'est femme, c'est insultant pour nos ancêtres. Justement, pour se sortir de la domination, on a besoin de toutes les forces. Et il n'y a pas un seul petit groupe qui va lutter et puis qui va réussir. C'est l'ensemble. Oui. C'est l'union qui fait la force. C'est absolument là. Pour montrer que le peuple martiniquais a toujours résisté, et comme l'explique bien Sylviane Larcher, de chercher des stratégies pour rester à l'abri le plus possible, mais continuer à construire leur identité, leur vie. C'est pas un hasard si on a pu mettre une culture musicale, enfin bref, conserver nos traditions. Donc ça, pour montrer qu'on a une base. Et je vais vous citer là un texte d'un sociologue français qui s'appelle Alain Accardo. Il faut qu'on prenne toute la mesure de ce qui est dit. Il n'y a pas d'émancipation possible sans la prise de conscience explicite de ce par quoi on est asservi et plus fondamentalement, sans la conscience même de l'asservissement jusque-là étouffé, anesthésié par les habitudes et le poids des conformismes. C'est-à-dire que la véritable solution, la véritable remédiation pour combattre le syndrome de Lynch et sortir, c'est de prendre conscience qu'il existe, comment il se manifeste, et là on peut savoir ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir nous émanciper, nous défaire de toute forme d'aliénation. Donc, et ça ne peut pas être fait individuellement, c'est collectivement, c'est dans la lutte culturelle, associative, politique, qu'il faut analyser ce phénomène et se donner les moyens de les mettre à bas, de chasser cette aliénation. Donc, je lis encore quelques extraits. Le syndrome de Lynch est l'une des aliénations que nous devons impérativement éradiquer. La difficulté ici, qu'il n'y a pas, comme dans le cas des aliénations, un psychiatre, et puis des malades en face qui soignent. C'est de nous seulement que ça peut venir. Il n'y a pas un psychiatre extérieur. C'est l'ensemble de notre communauté qui subit les effets, et la prophylaxie doit donc être collective et globale. Alors, dans cette conférence, je disais qu'il y a des gens qui croient qu'on va appuyer sur un bouton comme en informatique, la touche delete, et puis bon, ça va disparaître, c'est pas comme ça. C'est un processus d'autoréparation qui permettra d'une part de changer le regard sur nous-mêmes, de changer le regard sur les autres, de changer de paradigme dans l'interprétation et l'analyse des situations, ainsi que dans la gestion des conflits. On a pris les exemples avec la Sierra Leone, mais les conflits entre hommes et femmes. Mais si on n'a pas conscience du syndrome de Lynch, de l'importance de retrouver sa culture, ils ne vont pas diminuer. Les conflits entre adultes et enfants, enseignants et élèves, entre différents corps de métier. Donc il faut être conscient de ça pour dire, bon, pour régler cette division-là, que devons-nous faire? Et on ne peut pas le faire tout seul. Donc il s'agit aussi, intérieurement, par introspection, mais aussi par le regard, de recenser les comportements qui sont des copies du mimétisme. C'est-à-dire, bon, est-ce que ça que je fais ça, je ne copie pas l'autre,
est-ce que je ne devrais pas faire tel autre comportement de façon préférable? Donc, on a tout ça, les techniques d'enseignement. Il s'agit d'expliquer. Alors, ça va nous amener à la conclusion. D'abord, que cette maladie-là n'est pas irréversible. D'autre part, qu'elle n'est pas la seule aliénation que nous subissons. Il y a le syndrome de Lynch, mais il y a toutes les atrocités que le système libéral, que Macron fait à l'ensemble des travailleurs, que Trump fait, etc. Le mal-être lié aux conditions actuelles qui aggravent les troubles et qui font qu'on a de plus en plus de difficultés à lutter contre les aliénations. Donc, il faut comprendre qu'en même temps qu'on lutte contre le syndrome de Lynch, qui sera valablement effacé à travers la décolonisation, il faut lutter contre le système colonial, contre le système libéral qui fait que les hommes ne peuvent pas être hommes, qu'on détruit les cultures, etc. Donc on a une dimension internationaliste dans notre combat. Alors, vous savez que nous sommes fanonistes et nous appuyons beaucoup sur ces travaux. D'ailleurs, pour étudier le syndrome de Lynch, nous nous sommes beaucoup inspirés de ces travaux menés en psychiatrie. Alors, Fanon, qu'est-ce qu'il nous dit? La densité de l'histoire, il écrit ça d'un pot noir et masque blanc, ne détermine aucun de mes actes. Je suis mon propre fondement. Et c'est en dépassant la donnée historique, instrumentale, que j'introduis le cycle de ma liberté. Donc, c'est comprendre que c'est un combat à mener contre ses propres aliénations et les autres. Alors, on va arriver au bout de la fin. D'abord, je te laisse dire qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu considères, qu'est-ce que tu dis, et je vais clôturer après. Bien, aujourd'hui, nous avons vu donc le syndrome de Lynch, qui est quand même un élément important qui permet de comprendre la société dans laquelle nous vivons et comment nous réagissons les uns envers les autres. Et c'est parfois c'est un petit choc comme ça qui déclenche un mécanisme de réflexion qui nous permet d'avancer. Donc, on n'a peut-être pas conscience de cela, mais parfois ce sont des petits chocs, des petites révélations qui permettent la prise de conscience nécessaire à faire un bond. Donc là, nous avons fait ce travail-là aujourd'hui, et j'espère que les gens vont s'imprégner des mécanismes de ce syndrome pour mieux le combattre. J'espère aussi qu'ils vont réfléchir à l'unité de notre peuple et la solidarité qu'on développait auparavant, que ça puisse revenir plus en force, parce que nous demeurons quand même profondément solidaires entre nous. Nous avons cette solidarité-là qui n'est pas morte. Donc, c'est un élément qui va le réveiller et qui va permettre aussi de remettre en cause ce qu'on estime comme normal et qui n'est pas normal. Et bon, il y a les statuts, justement à l'approche du 22 mai là, donc il y a des jeunes qui avaient abattu des statuts qu'on considérait comme normal dans l'environnement, or que c'est anormal. Mais en fait, c'est comme l'enfant caddie là, qui est dans les caddies aujourd'hui, qui va considérer comme normal, c'est ce qu'il a connu, c'est ce qu'il sait, mais à un moment, il faudra un électrochoc pour dire non, nous devons pas rester en suspens dans un caddie, il faudra que nos pieds touchent la terre et qu'on puisse se régénérer pour affronter donc les divisions qu'on a installées chez nous. Merci beaucoup Thierry de cette synthèse. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, on a écouté une émission comme ça, ceux qui ne l'ont pas pourront la retrouver sur YouTube.
Mais même si on l'a écoutée, on peut la réécouter et se poser vraiment les questions, mais de façon profonde. Chacun, là, dire, est-ce que tout ce qu'on a dit là me concerne, oui ou non? Est-ce que je n'ai pas des comportements ambivalents? Est-ce que ce que je fais n'est pas par mimétisme? Est-ce qu'en copiant ce que l'autre fait, je ne me déshumanise pas? Est-ce que je peux être normal si je ne connais pas ma valeur et que je pense que c'est en copiant l'autre, en allant voir un coach pour savoir encore combien de couches de phare il faut mettre, que je vais trouver la solution. Donc chacun fait cet examen personnel-là pour dire est-ce que je suis concerné? On verra bien entendu que oui. On poursuivra en disant mais tous les gens qui sont autour de moi, avec qui j'ai des contradictions, qui sont mes parents, mes voisins, est-ce que ce n'est pas le même syndrome que moi qu'ils subissent? On dira que oui, évidemment. Mais à ce moment-là, on se pose la troisième question, comment nous en sortirons? Est-ce que je peux m'en sortir seul? Est-ce que je dois obligatoirement changer mes relations avec les autres, me donner les éléments de compréhension et à travers des espaces organisés, collectivement chercher les moyens de nous en sortir. Parce que nous avons besoin d'émancipation humaine, de vivre bien dans notre tête, de nous débarrasser des tracas inutiles. Nous avons besoin d'être organisés pour lutter contre les tracas qui nous sont imposés par le colon, par Orange, par SFR, etc., par la caste, etc. Nous avons besoin de ça. Et nous avons besoin d'un idéal, c'est de reconstruire ce qu'il y avait de positif, comme tu l'as dit, dans nos cultures, dans nos sociétés, et d'établir de nouvelles passerelles avec les autres peuples pour qu'on puisse permettre à l'humanité de faire un nouveau progrès. Donc, c'était l'objectif de cette émission. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis et nous allons reprendre les émissions interactives dimanche prochain avec des invités sur des thèmes plus globaux. Merci encore. Arrêtez le chemin.